Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler nutrition, on va parler performance et on va parler rééducation / réathlétisation, quoi faire après une blessure. Je réponds à plusieurs questions qui ont été posées. D'ailleurs je tiens à vous remercier à chaque fois pour votre participation. Je le rappelle, il y a un lien dans la description en tout temps dans ma bio Instagram. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. C'est ce qui me permet de vous aider, donc aidez-moi à vous aider. Je les sélectionne lorsque je pense qu'elles sont pertinentes et qu'il y a des trucs à extrapoler. Mais avant d'aborder ces différents sujets, on va parler des news de la semaine, plusieurs news de la semaine. Des trucs qui reviennent souvent parce que je l'avais prédit les amis. On va commencer par la première news de la semaine concernant Oprah Winfrey et Weight Watchers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Oprah Winfrey c'est une célébrité américaine, je dirais qu'elle a un statut même plus élevé que le standard classique des célébrités hollywoodiennes. C'est quelqu'un qui a énormément d'influence, c'est l'une des femmes les plus riches aux États-Unis, elle est milliardaire, l'une des femmes noires ou si ce n'est la femme noire la plus riche ou la femme afro-américaine la plus riche aux États-Unis. Elle a fait son succès grâce à un show télévisé qui a duré pendant des années. Aujourd'hui, elle continue encore une fois. Et bref, elle a énormément d'influence. On dit même qu'elle peut chambouler complètement des élections en fonction de comment elle va se positionner. Donc c'est quelqu'un que, voilà, elle a un pouvoir énorme au niveau de l'impact qu'elle va avoir sur la mentalité des gens, de comment les gens vont se positionner par rapport à certains sujets. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qu'on a vu vraiment fluctuer en termes de prise de poids, perte de poids, etc. Elle a fait cette diète yo-yo et il y a quelques années de cela, eh bien, elle a acquis plusieurs parts d'une société qui s'appelle Weight Watchers. Weight Watchers, c'est une société aux États-Unis qui est la société numéro 1, je dirais, sur tout ce qui tourne autour de la perte de poids. Ils vendent des programmes fitness, des suppléments, des médicaments, etc. Tout ce qui tourne autour de la perte de poids. Vous l'aurez compris, l'obésité aux États-Unis, c'est un fléau et ça depuis des années et ça ne fait que de s'empirer. Et donc, Oprah Winfrey, elle a pu en tirer les bénéfices lors de ses premières diètes. Elle a dit je vais acquérir des parts de société et elle faisait partie donc du board. Donc c'était quelqu'un qui avait énormément de pouvoir au sein de cette société. Malheureusement, elle a fait cette diète yo-yo, tout le monde l'a vu. Bref, elle pouvait prêcher les bienfaits de cette compagnie, de cette société. Mais au bout d'un moment, tous ces diètes yo-yo, elle a dit ça marche pas. Elle a commencé à tester la nouvelle drogue qui est sur le marché. Le nouveau médicament qui est sur le marché. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Ozempic et Wegovy. Les nouveaux médicaments qui sont là à la mode, qui à la base ont été créés pour les diabétiques, mais qui ont ces bienfaits pour la perte de poids et bien entendu pour lutter contre l'obésité. Il s'avère que elle a refait surface sur des plateaux TV avec un beau physique, etc. Et elle a parlé de l'utilisation des bienfaits sur son corps, des résultats de cette drogue-là, Wegovy ou Ozempic, etc. Et du coup, elle a également annoncé qu'elle avait vendu ses parts de société de Weight Watchers. Donc en gros, elle ne croit plus en Weight Watchers. Là, elle met son argent sur Ozempic et Wegovy. Alors pour limiter le scandale et pas se dire qu'elle a voulu se remplir plein les poches, elle a vendu ses parts de société et elle les a données à un musée afro-américain, je crois le musée afro-américain de Brooklyn. Je suis pas sûr exactement de la localisation ici. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'influence de ces médicaments-là qui vont faire surface. Et j'en parle depuis un moment, j'avais dit qu'il y avait des médicaments sûrement qui allaient faire surface pour la perte de poids. On est là, Et ça me permet de transitionner directement vers la deuxième news de la semaine. Récemment en Suisse, cette drogue, ce médicament Wegovy a été accepté par les assurances maladie en Suisse. Elles vont être donc remboursées par les assurances et vont être donc attribuées aux personnes qui souffrent d'obésité. Donc vous êtes diagnostiqué en tant qu'obèse, vous avez le droit de recevoir cette drogue. Vous l'aurez compris, il y a même des gens qui ne sont pas obèses qui prennent cette drogue pour avoir un certain physique. Donc c'est vraiment le nouveau truc qui va être installé partout, je pense, en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Donc c'est vraiment le nouveau truc à la mode et ça arrivait déjà en Suisse, ici où moi j'habite. Donc forcément, j'ai suivi les news. Et il y a un petit scandale autour de ça parce qu'il y a des gens, les assurances qui ont fait des estimations qui disaient que ça allait coûter énormément d'argent aux assurances maladie. Forcément, ça coûte énormément d'argent aux assurances maladie qui vont rembourser ces frais-là. Vous l'aurez compris, l'obésité, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter. Donc, on doit pouvoir financer ces drogues-là. Et qui c'est qui va payer pour tout ça? C'est la population. Donc, les assurances maladie vont augmenter, etc. pour faire face à ce fléau d'obésité. Donc il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont pas fâchés. Alors comment se positionner par rapport à ça? Franchement, je sais pas trop parce que il faut analyser le tout sur le court terme et le tout sur le moyen long terme. Et sur le court terme, alors ça peut coûter beaucoup d'argent, mais sur le long terme, éventuellement,
et tous les problèmes qui sont liés à l'obésité, toutes les autres maladies qui se développent à cause de l'obésité, de ce surplus en poids, en masse grasse, eh bien, peut-être qu'on va s'en débarrasser si on essaie directement de combattre l'obésité. Okay, donc, je pense que éventuellement, sur le long terme, ça peut être quelque chose de bénéfique. Ok, hey, là, on dépense plus pour combattre l'obésité, mais on n'aura pas à combattre toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies liées à des problèmes articulaires, etc., etc. Okay, donc, bien entendu, je ne sais pas, le futur nous le dira. Mais ce que je trouve intéressant avec cette nouvelle drogue, au final, et je pense que c'est un truc qui n'est pas vraiment abordé, c'est que là, on a vraiment un clash entre deux grosses industries. On a le clash entre l'industrie pharmaceutique et le clash entre l'industrie alimentaire. Et ça, ce sont deux gros géants qui vont se faire la guerre. Donc on a d'un côté les gens qui disent hey, moi je te donne à manger pour que tu grossisses, c'est ça qui fait que on se remplit les poches. Ok, donc l'industrie alimentaire ici, on vous vend des bonbons, on vous vend des cochonneries, on vous vend des trucs transformés. Et tant mieux, hey, si l'obésité monte, bah, ça veut dire que nos poches se remplissent également. Hein. Il n'y a pas que ton ventre qui se remplit, il y a nos poches. Et de l'autre côté, il y a ceux qui viennent niquer notre business. Hein, Novardisk, la société avec Wegovy, Ozempic, qui vont faire en sorte, hey, vous n'allez plus manger ces cochonneries, etc. Donc je me demande comment le tout va se transformer. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un conflit de la sorte à ce niveau-là. Avant, c'était plutôt, ça allait plutôt main dans la main. Et c'est ça qui me donne un peu foi en ces médicaments quelque part, parce que ça vient vraiment contrer cette surconsommation que on a boosté au fil des années. Alors qu'avant, ça allait un peu dans la main. Hey, tu sais quoi, tu consommes plus, ben on a des médicaments à te donner pour masquer un peu les symptômes que tu ressentais. Donc voilà, on verra, le temps nous le dira. Dernière news de la semaine ici, on va parler des Jeux Olympiques qui ont lieu très bientôt en France. Eh bien, le Real Madrid a décidé de ne pas accorder à ses joueurs la capacité de faire plusieurs tournois. Donc, ils devaient choisir entre la Coupe d'Europe, les Jeux Olympiques, etc. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, les mecs. On vous autorise éventuellement à faire un et on va négocier le tout. Donc, pour la France, ça peut être problématique parce que on a du coup Kylian Mbappé, on a Kamavinga, on a, comment il s'appelle, Aurélien, comment il s'appelle, Tchouaméni, je crois. Voilà, bref, des joueurs qui sont au Real Madrid, de très bons joueurs français qui ne vont pas pouvoir participer à la Coupe du Monde. Donc, le Real Madrid a dit non. Hein. Thierry Henry essaie de négocier, mais on va voir ce qu'il adviendra. Ça va être dommage d'aller. On va voir si l'équipe de France, on va voir les Bleus, mais il n'y aura pas les cracks de notre équipe. Donc voilà, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, les amis, dans les commentaires. C'est toujours le bienvenu pour ceux qui regardent tout ça sur YouTube. Passons directement aux questions du jour. Première question concernant la nutrition. Salut Kevin, merci pour ton contenu. Je voulais savoir ce que tu penses de la phrase que beaucoup utilisent pour la perte de poids. Pour perdre du poids, c'est 80% la nutrition et 20% l'exercice. Alors, j'ai trouvé que cette question était intéressante parce que j'ai déjà abordé par le passé il y a plusieurs années dans une ancienne vidéo YouTube et je pense que je peux apporter encore plus d'éclaircissement. Moi, j'aime pas trop cette phrase du 80% nutrition, 20% entraînement parce que je pense que on s'attarde pas vraiment, on comprend pas le tout dans sa globalité, on voit pas le tout de manière holistique. Et moi, j'aime voir le tout de manière holistique. Selon moi, c'est plutôt un 50-50. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on utilise, à quel moment, pourquoi on utilise quoi. Okay, donc déjà, essayons de décortiquer le tout parce qu'on a souvent ces cons, des gens qui disent hey, moi je fais que de l'entraînement, je changerai à ma nutrition, ou il faut que faire de la nutrition, on s'en fout de l'entraînement. Et en fait, la réponse se trouve toujours au milieu de ces extrêmes, de ces phrases absolues que vous allez entendre. Donc ici, si on s'attarde sur le premier camp qui dit, et ça arrive souvent, les gens qui disent ah moi je vais pas changer mon alimentation, ou ces gens ne changent pas leur alimentation et se disent je vais tout simplement faire plus d'exercice. Ok, bah tu sais quoi, je veux perdre du poids, je vais juste faire plus d'exercice, j'ai pas besoin de changer mon alimentation. De toute façon, de cette façon là, je vais créer un déficit et je vais pouvoir perdre du poids. Ok, malheureusement à ces gens là je leur dirais que vous surestimez la dépense énergétique que vous créez lorsque vous faites des entraînements. Effectivement, beaucoup de gens utilisent des entraînements simplement pour brûler de l'énergie, pour brûler des calories. Vous dites que plus vous transpirez, plus vous faites un truc intense, eh bien, plus vous allez perdre de l'énergie, ou plus vous allez brûler des calories, et plus vous allez perdre du gras sans rien changer à votre quotidien. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Parce que de un, vous surestimez tout ce que vous dépensez. D'accord? Vous pensez que vous allez dépenser 1000 calories, alors qu'en vrai, vous n'en avez dépensé que 200, que 300. Et attention, je tiens à le dire ici, toutes vos montres connectées, tous vos appareils connectés vous mentent. Ce n'est pas la réalité. D'accord? Donc quand votre montre vous dit que vous avez dépensé 700 calories, vous pouvez diviser le tout par
2. Alors le 2 ici c'est arbitraire, je suis pas sûr de ces données-là, mais c'est véridique, ok, c'est prouvé. Même les marques en elles-mêmes, les Garmin, etc. vous diront que ce n'est pas précis. C'est vraiment off, facile ici. 20-30% à couper, je dirais même que 50% c'est pas de trop parce que j'ai vu des trucs qui étaient abusés. Donc croyez-moi, ça demande énormément d'énergie pour dépenser pour brûler des calories, ok. Imaginons que vous ayez un bon rythme, vous êtes déjà fit, vous avez déjà une certaine masse musculaire, vous allez courir entre 12-13 km/h pendant 30-45 minutes, vous allez dépenser 400-500 calories, ok. La plupart des gens malheureusement n'arrivent pas à tenir ce rythme-là. Bref, vous l'aurez compris, vous dépensez beaucoup moins que ce que vous imaginez. Malheureusement, pour consommer des calories, c'est très rapide, ok. 400 calories, vous avez dû courir pendant 1 heure, vous les mangez en 2 minutes avec un muffin que vous enfilez, ok. Donc vous l'aurez compris, ça va très très vite. Donc pour ces gens qui sont dans ce camp-là, je leur dirais, on ne peut pas négliger la nutrition. Ou plutôt, il est plus facile de créer ce déficit calorique pour ensuite créer une perte de poids en s'attardant sur ce que l'on consomme, bien entendu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je ne recommande à personne, tous ceux qui font mes programmes, tous les clients que j'ai toujours entraînés, de ne jamais considérer leur entraînement dans l'équation de balance énergétique, dans le sens où je ne vais pas leur dire hey, ok, tu as créé ton déficit calorique avec la nourriture, rajoute 200 calories en moins ou enlève 200 calories parce que tu as fait tel type d'entraînement ou autre entraînement. On prend ça vraiment sur le côté, on ne prend pas en considération l'entraînement, on va chercher à créer son déficit calorique en s'attardant vraiment sur le côté alimentation, sur le côté nutrition. Okay, donc ça, c'est vraiment le point clé à garder en tête lorsque vous tombez dans cette catégorie-là. Maintenant, on a l'autre catégorie des gens qui disent on doit que s'attarder sur la nutrition, 80%, 90% nutrition et un certain pourcentage d'entraînement, 10, 20%. Et là aussi, je ne suis pas d'accord à 100% parce que ces gens-là ont tendance à voir l'entraînement également comme simplement un outil qui nous permet de brûler des calories. Alors que c'est pas ça l'entraînement. L'entraînement, c'est un bien-être général, bien entendu. Je vais vous épargner les bienfaits sur votre santé articulaire, votre santé mentale. Mais il faut penser à ça comme ça. Quand on parle d'accélérer son métabolisme, lorsqu'on parle d'avoir un métabolisme plus efficient, concrètement parlant, on parle de quoi? Donc métabolisme, on parle de toutes les réactions chimiques pour que votre corps fonctionne de la bonne des façons. Il faut se dire que ce métabolisme va être dicté par ce qu'on appelle votre masse maigre. Okay, donc la masse maigre, tout ce qui n'est pas du gras. Donc ici, concrètement parlant, on parle de tous vos organes et on parle également de votre masse musculaire. Et lorsqu'on fait des entraînements avec un objectif qui est différent de celui de simplement brûler des calories, de juste détruire, dépenser, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut influencer notre métabolisme, okay, à la hausse. On peut avoir un métabolisme plus efficient, plus rapide, vous appelez ça comme vous le voulez. Ici, on ne va pas se perdre sur la sémantique. Ce que je veux dire par là, c'est lorsque vous faites des entraînements avec un focus qui est de construire du muscle, développer des qualités, etc., vous allez développer cette masse musculaire, des tissus plus résilients, etc. En plus de tout ça, je vous épargne le blabla comme je vous l'ai dit, mais en créant plus de muscles, eh bien, c'est comme ça que vous accélérez votre métabolisme parce que vous créez donc plus de ce tissu, d'accord, qui est métaboliquement actif et qui fait que vous pouvez consommer plus, etc. Ça va dépenser plus d'énergie au naturel, au quotidien, d'accord. Donc, il faut penser à ça comme ça. L'entraînement, c'est bien pour construire et c'est pas là que pour détruire. Et on va créer son déficit calorique à travers son alimentation. Voilà pourquoi il faut traquer sur un certain temps, d'accord. Et comme ça, on arrive à créer ce déficit calorique-là en cherchant à construire, qui va améliorer notre métabolisme, qui va améliorer le côté esthétique, parce que si on ne fait pas de la musculation, malheureusement, eh bien, on va pas avoir le look. J'ai déjà parlé des skinny fat plusieurs fois ici. Si vous ne faites que de créer un déficit calorique qui en plus n'est pas approprié à travers la nutrition, l'apport en protéines entre autres, eh bien, vous allez tout simplement être une plus petite version de vous-même. Or, ce que vous voulez faire, c'est vous débarrasser d'un maximum de gras et retenir un maximum de masse musculaire. Ok, donc gardez ça en tête ici, les amis, c'est très important. C'est du 50-50. On veut simplement savoir quoi faire. Ok, j'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus et je vais passer de shameless plug, bien entendu. Je suis obligé. Si vous voulez en apprendre plus, checkez mon programme Hybride Transform. Ok, on vous apprend tout ça. Il y a le côté nutrition, il y a les entraînements qui sont adaptés avec des focus bien précis. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il est encore à moins 50% à la sortie de ce podcast jusqu'à la fin du mois de mars. Donc il vous reste 10 jours les amis, 10 jours pour profiter de l'offre de moins 50% et rejoindre les centaines de personnes qui ont participé au programme. On passe ensuite à la prochaine question de Johan qui a été posée ici. Bonjour, avec le football, je m'étais fait des entorses à répétition à la cheville droite il y a 1-2 ans. Suite à ça, j'avais fait du kiné pour renforcer ma cheville en faisant du renfort et de la proprioception. Déjà, quand je vois ça, j'imagine déjà. C'est-à-dire, renfort, proprioception, je me suis mis sur un bosu, surface instable.
Et c'était à peu près ça, okay, le classique, on connaît ça. La douleur était principalement sur la partie extérieure. Depuis, malgré les exercices, j'ai toujours une gêne et je me sens fragile quand je veux faire du sport, football, basketball, course, etc. J'essaie de faire des exercices de renforcement avec un élastique et de la proprioception, mais j'ai toujours cette douleur quand je rentre mon pied vers l'intérieur, comme si je me mettais en tailleur. Voilà mon problème depuis quelques années. J'espère que tu auras des exos qui pourront m'aider. Merci d'avance. Ok, Johan, alors comme je l'ai dit, j'imagine ici que la rééducation a été faite de manière standard, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est le grand classique. Hey, tu t'es blessé à la cheville, eh bien, on va te mettre sur une surface instable, on va essayer de renforcer ta cheville. Au début, on met des petits élastiques, etc., etc. Et l'erreur qu'on fait, déjà l'erreur de base, c'est que on va chercher à faire en sorte de renforcer la cheville dans la plupart des cas dans sa position neutre. L'idée c'est de dire ok, je me suis twisté la cheville, je me suis tordu la cheville, j'ai donc endommagé certains tissus, donc les tissus qui ont été étirés avec cette grande vitesse ou cette grande force, cette grande contrainte. Et du coup, moi ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais ramener ma cheville dans son état neutre, donc l'état de base, appelons ça comme ça, et je vais faire en sorte d'être fort là-dessus, comme ça. Ok, donc l'hypothèse derrière, c'est comme ça, je ne me retrouverai pas dans cette position avec la cheville tordue. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Vous n'allez jamais être assez fort pour faire face à ce genre de contraintes et pouvoir résister simplement à la force de votre cheville au fait de ne pas tordre cette dernière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je me tue à dire le tout. Ok. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir renforcer ces positions dans lesquelles on est le plus vulnérable. Et je me tue à dire ça fait des années. Je suis carrément fatigué de le dire. Je laisse les autres le dire, d'accord? Ceux qui ont fait mon programme Mentorship, entre autres, et tous les autres qui essaient de reprendre la vague là que j'ai initiée depuis un long moment maintenant. Mais je suis content que ça soit un peu à la mode, mais comme vous le voyez, il y a encore du retard ici. Donc moi, ce que je vais dire ici, Johan, c'est simple. Le principe est toujours le même. Peu importe la blessure qui a eu lieu, vous voulez vous rapprocher graduellement de la position dans laquelle vous vous êtes blessé. Et dans cette position, en vous rapprochant graduellement de cette position-là, eh bien, vous voulez rajouter l'élément force, d'accord? Parce que on va faire deux choses en suivant ce principe-là. Et je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. De un, on va réhabituer ces tissus à être dans ces positions-là, d'accord? Et on va créer du tissu plus résilient, d'accord? Ce qui veut dire que les prochaines fois, lorsque on sera amené à se retrouver dans ces positions-là, on aura rajouté l'élément force. On n'est pas seulement apte à s'y retrouver, on est apte à absorber de la force et éventuellement à en produire pour sortir de la position. Okay, donc c'est très important. Vous êtes blessé, peu importe. Vous êtes blessé en sortant votre épaule dans une direction. Vous voulez vous rapprocher graduellement de cette direction-là. Okay, donc parlons concrètement ici. Où est-ce que je commencerai? Maintenant, il faut comprendre le deuxième truc. Le deuxième truc à faire, c'est que on doit respecter une certaine progression. On doit respecter dans un premier temps une progression au niveau de la charge qu'on va placer, une progression au niveau des angles qu'on va utiliser et une progression au niveau de la vitesse qu'on va utiliser. Donc très simple. Si vous gardez ça en tête, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un game changer, croyez-moi. Premier truc, on va essayer de se rapprocher de la position dans laquelle on a mal. Donc ici, en l'occurrence, Johan, on va chercher à twister sa cheville. Je vais twister ma cheville. Au bout d'un moment, je vais arriver dans un angle où, dès que je commence à twister ma cheville à 5-10 degrés, ça commence à faire mal. Je sors légèrement de l'angle qui fait mal, ok? De 5-10 degrés. Et à partir de là, je vais commencer avec mon ordre de progression au niveau de la vitesse et au niveau de l'intensité. Donc, au niveau de la vitesse, on va commencer avec vitesse 0 parce que c'est là où on prend le moins de risques. La vitesse 0, c'est ce qu'on appelle de l'isométrie. Donc, on produit de la force, mais il n'y a pas de mouvement dans l'espace. Aussi simple que ça. C'est ce qu'il y a de plus safe, encore une fois. C'est ce qui va nous permettre d'envoyer un signal de force tout de même, qui est le langage de nos cellules, pour que notre corps reçoive ce signal, se dise « Ah, tu vois là, ces tissus-là, j'ai compris, tu envoies un signal de force, je vais remodeler ces tissus, je vais créer du meilleur tissu. » Et là, je vais produire de la force. Et je dois trouver la force que j'arrive à produire. J'arrive à produire X quantité de force. Si je dépasse X quantité de force, ça fait trop mal, donc je reste à X. Et je produis X. Et ce X-là, eh bien, graduellement, je vais chercher, au fur et à mesure des jours, à rajouter un peu plus d'intensité. Je vais rajouter 10%, je vais rajouter ensuite 20%, etc. Jusqu'à arriver à mon 100%. Et je vais faire le même processus jusqu'à ce que j'arrive à vraiment tordre ma cheville quasiment complètement, à me retrouver dans la position dans laquelle je me suis retrouvé lors de la blessure, voire même plus. C'est ce qu'on appelle créer une marge de sécurité. Comme ça, hey, on
on a accès encore plus qu'avant la blessure. Et dans la position dans laquelle on était, eh bien, on est très fort. Okay, donc, je vais suivre ce processus jusqu'à produire 100% encore une fois, jusqu'à ce que j'ai la cheville complètement twistée. Suite à quoi, eh bien, je vais commencer à rajouter l'élément vitesse. Et c'est là que ça devient intéressant de commencer avec de la pliométrie, des petits sauts avec un contact avec le sol qui est extrêmement court. Et là, on va travailler avec justement des positions qui vont ramener notre cheville dans cette position justement où on la ramène vers l'intérieur. Okay, c'est ce qu'on appelle en jargon ici une inversion de cheville. Donc un très simple que j'aime bien utiliser, c'est le X, comme un jumpy jacks en gros, on ramène les deux pieds à l'intérieur et on ramène à l'extérieur. Okay, c'est facile à imaginer ici. Pied intérieur, pied extérieur. Quand je ramène vers l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes tibias qui vont vers l'intérieur, les pieds restent à plat au sol, et donc on a cette cheville qui est amenée en inversion. Okay, on commence à étirer ces tissus, mais cette fois-ci avec l'élément vitesse. Mais on va commencer à très basse intensité. Cette intensité peut être augmentée au fil des semaines, au fil des blocs d'entraînement. Donc je commence à 20%, donc c'est petit saut, je décolle pas trop du sol, et ensuite un peu plus de vitesse, un peu plus de force. Donc là j'ai décollé un peu plus du sol, etc. Vous l'aurez compris. Okay, ensuite, on peut travailler avec une position, je saute un peu les progressions ici, mais avec une jambe, ok? Donc une jambe pareille où je me déplace sur le côté. Plus je vais loin sur le côté, eh bien plus je vais ramener ma cheville ici en inversion, donc cette position tordue. Et là, encore une fois, j'augmente l'intensité et on pense à ça comme un grand changement de direction ou un changement de direction brusque. J'imagine qu'on joue au foot ici. Pam, je dois partir d'un côté, ma cheville se retrouve dans cette position-là, ok, au basket, peu importe, et je pars dans l'autre direction. J'ai appris à ces tissus auparavant à encaisser 100% de la force qu'ils arrivent à encaisser, et j'ai rajouté l'élément vitesse avec le temps. Du coup, quand je me retrouve sur le terrain, j'ai déjà fait face à ces contraintes-là. Le problème, c'est que on fait des mauvaises rééducations où on ramène nos tissus à des capacités qui sont encore plus basses que celles qu'ils avaient lors de la blessure. Donc, il faut faire attention à ça ici. Donc, les principes restent toujours les mêmes. Si vous respectez ces principes, vous ne pouvez pas vous tromper. Okay, donc, voilà tous les amis pour cette question ici de Johan. J'espère que ça va t'aider. Après, à toi de mettre le tout en place. Ensuite, question de Gilles qui a été posée ici, qui va rejoindre une autre question qui a été posée que je trouve très intéressante. Salut Kevin, et d'avance, gros big up pour ton contenu toujours qualitatif. C'est rare d'obtenir ce genre de contenu gratuitement de nos jours. Je fais du basket de rue depuis plus de 10 ans, j'en ai 34, je m'entraîne plusieurs fois par semaine en musculation, j'essaie de varier le type d'entraînement entre poids du corps et travail en salle classique. Je cherche à améliorer mon physique déjà athlétique en faisant baisser ma masse grasse. Que me conseilles-tu? Plusieurs séances de full body, temps de repos, durée de série et type d'exo. Je cherche également à regagner de la détente en évitant de me blesser. Je sors d'une tendinite achillienne à gauche, mon côté d'appui pour les sauts. Est-il possible de combiner le travail de détente avec celui de muscu? Je suis adepte des séances courtes, moins d'une heure, mais dynamiques. Je dois rentabiliser mon temps au maximum. Ok. J'ai une autre question qui a été posée ici. Je ne l'ai pas copié-collé ici, mais c'était du style: Kevin, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a atteint 35 ans, au milieu de la trentaine, qui se dirige vers la quarantaine pour rester athlétique? Donc, je vais donner quelques tips ici et on va parler de détente verticale qui va, en gros, globaliser tout l'aspect athlétique. Okay, donc, ici, le premier truc à dire, c'est que lorsque on atteint 32, 33, 34, 35, on n'a plus le même corps que lorsqu'on avait 20 ans. Lorsqu'on avait 20 ans, on pouvait vraiment s'en sortir avec aucune préparation, aucun échauffement. On y va, on envoie, on récupère beaucoup plus rapidement. On n'a pas bien dormi, c'est pas grave. On n'a pas les mêmes responsabilités non plus, donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est là, bien entendu, si vous êtes dans cette tranche d'âge, c'est là qu'il faut tout donner les gars. Si vous organisez au mieux, si vous écoutez le KSU Show, vous allez avoir énormément de succès parce que vous allez ramener votre sommet à un point tellement long que lorsque vous atteindrez les 34, 35 ans, eh bien, vous allez perdre un certain pourcentage, mais vous l'avez déjà ramené tellement haut que vous serez vraiment dans le top 0,1%. Ça, j'en ai aucun doute, d'accord? Maintenant, on peut toujours développer ses performances lorsque on est au milieu de la trentaine, je dirais même de la quarantaine, à condition de faire les choses bien. C'est là où on a une marge d'erreur qui est beaucoup plus fine que lorsque on a 20 ans. Donc, bien entendu, le premier truc à faire va être de gérer les niveaux de stress. Essayer de, voilà, ça c'est à chacun de faire le travail nécessaire pour qu'au quotidien, on essaie de diminuer ces niveaux de stress. On va faire attention au sommeil qui va venir alimenter ces niveaux de stress qui vont être impactés également. Le sommeil va être impacté par ces niveaux de stress, mais c'est vraiment le truc qu'on doit, voilà, on doit prioriser ça, ok? Parce que ça va foutre en l'air notre corps. Si on ne dort pas, on ne va pas récupérer.
ça va être une cascade d'événements négatifs. Ensuite, lorsqu'on parle d'entraînement à proprement parler, eh bien moi ce que je dirais de manière générale, c'est que on veut vraiment passer du temps sur la préparation. Moi j'appelle pas ça l'échauffement, j'appelle la préparation parce que ça inclut plusieurs étapes. Donc on veut vraiment prendre le temps de mobiliser au maximum son corps, on veut créer cet afflux sanguin au niveau des muscles que l'on va solliciter, on veut peut-être rajouter du travail spécifique sur certaines articulations qui sont parfois problématiques, et si on rajoute de la fréquence sur tout ça même, on va pouvoir développer certaines articulations et développer notre bien-être de manière générale. Donc moi, lorsque je travaille avec mes clients qui ont atteint cet âge-là, et ça m'inclut moi également, sauf quand je suis un peu pressé et je fais le truc n'importe comment, parce que on tombe là-dedans, mais je suis un cordonnier bien chaussé, donc je fais ce que je dis dans la plupart des cas, eh bien, et ici, je vais prendre le temps de bien créer ma préparation. Et en créant bien ma préparation, ensuite, je vais passer à ma montée en gamme, je vais passer à mon exercice principal, et là, je vais pouvoir vraiment en tirer les bénéfices. Et je vois la différence avec mes athlètes en prenant de l'âge, avec des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années, 4, 5, 6 ans. Avec le temps, c'est différent. On doit passer beaucoup plus de temps sur la préparation pour que l'athlète se sente vraiment chaud et prêt à partir. Alors qu'avant, on pouvait mobiliser rapidement. Vas-y, on est prêt à partir sur le lift principal, sur notre effort max. Alors que maintenant, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est la clé selon moi. Prenez le temps de faire ça. Prenez le temps, et le dernier point ici, d'inclure du travail articulaire. C'est très important pour notre longévité. Ça ne pardonne pas. À cet âge-là, ça ne pardonne pas. Vous devez faire le nécessaire par rapport à ça. Et le dernier point peut-être qui me vient en tête, c'est de vraiment gérer son volume de travail de la manière la plus adéquate possible. Du coup, on va rentrer un peu plus en détail dans le contexte de Gilles ici. Donc, je pense à haute voix, bien entendu. J'ai pas préparé cette question ici, j'ai juste sélectionné. Ici, on a quelqu'un qui est au milieu de la trentaine, qui a donc une blessure au tendon d'Achille, donc c'est problématique, mais il continue à jouer au basket et il veut améliorer sa détente. Comment j'approcherais tout ça? Et j'ai plusieurs séances à la salle de muscu. Moi, c'est très simple déjà en termes de fréquence, si possible. Si possible, on fait pas du sport professionnellement, peut-être qu'on fait du basket 2-3 fois dans la semaine, ok. Si on a la capacité d'aller à la salle 3 à 4 fois dans la semaine, bien entendu, eh bien, je favoriserai ça. Je garderai les séances relativement courtes, 45 minutes in and out, ok. Allez, 60 minutes, on met la préparation, on fait une bonne préparation comme je l'ai dit, ok. Et ça va fonctionner de la manière suivante. S'il y a la possibilité de faire 4 séances, je favoriserai une séance lower, une séance upper, lower, upper. Ok, ça va être le split que je vais utiliser. Si j'ai que 3 séances, je ferai une séance lower, une séance upper et une séance axée sur le corps en entier. Ok, full body. Et j'organiserai le tout de la manière suivante au niveau de chaque séance. Je ferai une séance lower avec un focus sur de l'effort max, une séance upper avec le focus sur l'effort max et un jour axé plus sur le focus dynamique. C'est comme ça, sur la séance full body, je ferai une séance avec un effort dynamique ici, ok. Donc concrètement parlant, pour le bas du corps et haut du corps avec effort max, on va utiliser des charges externes, on va chercher à lever le plus gros poids possible dans notre capacité, bien entendu, en respectant toujours notre technique et notre niveau de compétence. Si vous êtes un débutant, on va pas travailler avec 1 RM, 2 RM, bien entendu, vous l'aurez compris. Okay, plutôt avec un 8 RM. Si vous êtes un peu plus avancé, avec du 6 RM, plutôt intermédiaire avancé. Si vous êtes avancé, on va travailler plutôt avec du 3 à 5 RM. Si vous êtes vraiment avancé, on va travailler avec du 1 à 3 RM. Donc vous l'aurez compris, c'est comme ça que je ferai ça. Je choisirai un lift principal. Un lift principal que j'arrive à maîtriser, qui ne va pas mettre mes articulations en danger. Et ce lift principal va avoir pour but de stimuler mon système nerveux et de devenir plus fort. Donc j'irai chercher mon max, j'irai chercher ce qu'on appelle un top set. Donc ma série, le poids max que j'arrive à faire pour la journée, ok. Donc je vais faire ma montée en gamme, je mets 20-20 sur la barre, sur mon demi-squat, bam, ça monte facile. Ok, je rajoute encore, ça monte, bam, j'essaie 2 reps, ça monte. Jusqu'au moment où les 2 reps, ça devient super dur, ou jusqu'à ce que je fasse ma dernière série où je sens que, là c'était 2 reps, 3 reps, j'arrive pas à faire plus. Et j'ai posé. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le signal maximal pour l'adaptation, pour devenir plus fort, mais j'ai pas accumulé trop de volume. Donc ça sert à rien de faire 6 séries de 2 répétitions avec votre 2 RM, parce que là, encore une fois, vous êtes vieux les mecs, vous faites déjà du basket, ça met déjà beaucoup de stress sur vos articulations. On choisit un exercice qui met moins de stress sur nos articulations, d'accord, qui est facile à exécuter, et on envoie la dose minimale effective pour devenir plus fort. Et ensuite, je passerai directement aux parties accessoires. Donc là, je choisirai un exercice qui va complémenter en gros ce que je n'ai pas retrouvé dans la première partie, un exercice avec plutôt une grande amplitude de mouvement. Si j'ai utilisé une amplitude moyenne par exemple durant l'exercice principal, un exercice peut-être unilatéral vu que j'ai utilisé un exercice bilatéral auparavant. Bref, il y a mille et une façons d'organiser le tout. Et je finirai ensuite avec des exercices d'isolation
pour les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers. Donc ici, tu as ta séance, tu as ton modèle classique, facile à mettre en place. Tu ne peux pas rater si tu fais ça. Et crois-moi, en 30-45 minutes, tu auras fait le tour. Okay, tu es rentré dans la salle et tu es sorti de la salle. Maintenant, pour parler de la détente verticale, il y a deux trucs. Quand on parle de saut, de manière générale, la détente verticale, ça va combiner les aspects suivants. La force, la technique de saut, la réactivité. Lorsqu'on parle de réactivité, on parle ici de cette capacité tendineuse, notre tendon à absorber de l'énergie et à restituer cette énergie de la manière la plus rapide possible. Et finalement, on parle du fait de bouger une certaine masse dans l'espace, une certaine quantité de kilos dans l'espace. Si on est basketteur et qu'on fait ça depuis des années, joueur de volley ou autre, on a déjà la technique de saut. La technique de saut, vous l'avez. Donc, pas besoin de travailler dessus. On a déjà la réactivité de manière générale. Il y a beaucoup de plio, basket, volley. On est habitué à sauter à différentes intensités. Donc, la réactivité, selon moi, on l'a. Ça peut toujours être amélioré, bien entendu. Okay. Maintenant, il y a deux aspects sur lesquels je travaillerais si, Gilles, tu serais mon client. Okay. Donc, un, c'est le développement de la force max. Donc, je respecterai ce que j'ai donné. Une fois par semaine, déjà, tu vas avoir énormément de gains. Okay. Avec simplement le fait de chercher à développer sa force au niveau des jambes. J'inclurai du travail bilatéral et du travail unilatéral en position divisée, du style fente, ou alors en position unilatérale avec des pistol squats, etc. Ces exercices-là, ça ne va pas porter préjudice à ton tendon d'Achille. Okay. Donc là, c'est bénéfique pour nous parce que c'est l'aspect vraiment qu'on doit améliorer. Ce que je chercherai à diminuer, justement, c'est l'aspect réactivité. Tout ce qui va être saut, pliométrie. On saute, on change de direction, etc. Donc, c'est l'occasion de diminuer un peu ton travail au niveau du basket et de t'attarder sur le reste, ta force. Parce que ta réactivité, tu ne vas pas la perdre et ton travail de technique de saut, tu ne vas pas le perdre non plus. Okay. Donc, j'essaierai vraiment de mettre l'accent sur ça. Si je venais à faire des sauts pour maintenir le côté, l'entre-deux entre je saute quand même et je développe ma force, mon explosivité également, eh bien, j'intégrerai des sauts avec des pas arrêtés, j'en ai parlé durant l'épisode dernier, sur une box, où je vais sauter sur une box. De préférence, j'aurais choisi une box qui est molle, comme ça, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas trop d'activité tendineuse, j'atterris dessus, ça, mon tendon ne va pas trop siffler, bam, éventuellement ça peut marcher. Pour certains, si le tendon réagit, eh bien on va éviter ça, ok. Mais éventuellement ce serait les seuls types de sauts que j'intégrerais, des box jump sans rebond, avec des pas arrêtés. J'atterris sur une box, je descends gentiment, je contrôle la descente, je saute pas de la box, sinon bien entendu je vais activer ici mon tendon, ça va être problématique, ok. Donc moi je m'attarderai vraiment sur ça. Maintenant, pour l'aspect masse, de manière générale, si vous voulez être plus rapide, vous voulez sauter plus haut, si vous avez un surplus de masse grasse, eh bien, il faut s'en débarrasser. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus haut dans l'espace. Donc là, vous maîtrisez vraiment les deux variables qui sont clés. Vous augmentez votre force, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous poussez dans le sol, vous êtes capable de bouger, de produire plus de quantité de force et de bouger plus de kilos pour simplifier le tout. Et en même temps, je diminue ma masse grasse, d'accord, je perds du gras, pour être plus précis ici, d'accord, je garde mon muscle, je perds du gras, donc j'ai moins de kilos à déplacer dans l'espace. J'arrive à déplacer plus de kilos et j'ai moins de kilos à déplacer, donc forcément, je vais aller plus haut, ok. Donc aussi simple que ça. Comment je fais? Je crée un déficit calorique, mon ami, ok. J'essaierai de regarder mon alimentation et de changer 2-3 petits trucs. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf. Si vous consommez un muffin tous les jours, au lieu de consommer un muffin tous les jours, commencez par consommer un demi-muffin tous les jours. Si possible, vous débarrassez complètement de ce muffin. Si vous buvez 3 canettes de Fanta, que sais-je, vous diminuez le tout, ok, et vous n'allez boire qu'une canette. Et là, vous allez voir que vous créez un déficit de 300 calories par jour. C'est simple à faire, c'est la manière la plus simple de le faire. Et si vous créez le tout de cette façon-là, eh bien, ça peut aller dans la bonne direction. Et en parallèle de ça, bien entendu, j'inviterai les gens comme Gilles à faire du travail spécifique, à inclure du travail spécifique pour l'articulation qui est problématique, le tissu qui est problématique. Par exemple, le tendon d'Achille. Donc, ce que je ferais, par exemple, imaginons que premier exercice, je vais à la salle. Je vais te donner le template ici pour une séance bas du corps. Je vais à la salle, je me chauffe, je fais ma préparation, comme on l'a abordé. C'est marrant comment un sujet mène à un autre. Ensuite, j'arrive, je vais passer à la partie explosive. Et là, je vais faire mes sauts avec des pas arrêtés. Je suis assis sur un banc et je saute sur une box. Pam, je fais mes 3 à 5 sauts, je fais 2-3 séries, ok, parfait. J'arrive ensuite à l'exercice principal où je vais faire des demi-squats, ok. Demi-squat, je mets la charge la plus lourde, je vais chercher mon 3 RM. Je monter en gamme jusqu'à trouver mon 3 RM. Je fais mon 3 RM, pam, je pose, je décharge le tout. Ça m'a pris 6 minutes, 8 minutes pour trouver mon 3 RM. J'ai envoyé le signal max, j'ai vraiment cherché mon max.
je vous invite à mettre toujours la sécurité quand c'est ça. Ensuite, j'ai passé à la partie accessoire. La partie accessoire, je vais choisir par exemple une variante de fente. Et cette variante de fente, je vais la coupler avec du travail pour le tendon d'Achille. Ça va être du travail en isométrie par exemple, okay, où je vais chercher à contracter ces tissus du mollet pour envoyer ce signal qui va remodeler le tout. Et encore une fois, en respectant le même principe que j'ai mentionné auparavant, l'intensité, la vitesse, etc. Okay. Ensuite, j'arriverai à la partie C, donc la troisième partie de l'entraînement. C'est là où je vais travailler sur mes quadriceps, un leg extension, et je vais travailler sur mes ischio-jambiers en facile, un leg curl classique. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous suivez ce schéma-là. Okay, on va remodeler ces tissus, devenir plus fort, construire du muscle. Les gars, je vous donne la recette magique. Je ne sais pas quoi faire de plus pour vous. Okay, si vous voulez en apprendre plus comme Gilles, je vous invite à checker mes programmes, bien entendu. Nouveau programme qui va sortir bientôt, qui sera axé un peu plus sur la performance, vu que ça fait des semaines et des années que vous me le demandez. Mais on doit procéder par étapes. Okay, donc allez checker les anciens programmes aussi. Ça peut énormément vous aider. Le programme hybride Strong, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour les gens qui sont dans cette situation-là. Donc voilà tous les amis pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles sur toutes vos plateformes, à vous abonner. Et si vous êtes intéressé par tous les programmes, tous les liens sont dans la description. Les inscriptions de la 8e vague de mon programme Mentorship sont ouvertes. Je vous invite à aller checker ça. Il reste 10 jours pour vous inscrire. Peace.